Moi, je l'ai lu de manière attentive. Il y a des endroits où on a des citations, il y a des endroits où on a des reformulations, il y a des endroits où on a un mélange des deux. Les choses ne sont pas claires. C'était pas fait comme ça avant, pas du tout. Avec le même logiciel, je sais qu'effectivement, on a cet outil. Et pour le coup, on a un PV qui nous étonne. Ouais, bah, c'est peut-être de changement qu'on a une nouvelle assistante avec M. Zag moi-même, peut-être qu'elle a une nouvelle formule à faire, mais bon, pour moi, ça reprend tout à fait ce qui s'est dit au conseil municipal. Donc, peut-être la forme a changé, comme vous dites, mais c'est du détail. Non, c'est pas du détail. Pour vous, c'est du détail, pas pour nous. Écoutez, je regarderai, je vous écoute, je regarderai. Il y a des mélanges par moment, il y a des citations parfois qui sont intégrales, qui reprennent exactement ce qui a été dit, et parfois non, parfois c'est des reformulations. Parfois, on revient à un mélange des deux, c'est-à-dire une citation puis un peu de synthèse. C'est pas clair. Tu regarderas ça très près. Voilà. Ok, donc j'ai une petite intervention à faire, rapide. Tout d'abord, vous me dites si vous m'entendez bien, parce qu'on a un problème de micro. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler que j'ai été contraint de reporter cette séance du conseil municipal d'une semaine, du fait d'un certain nombre de cas positifs au sein de l'équipe municipale, dont moi-même. C'est par ailleurs, au regard de l'évolution de la situation sanitaire, que j'ai tenu à recommander le port du masque ce soir. Vous faites ce que vous voulez, mais comme vous l'avez vu, la situation se dégrade, et le port du masque va revenir à la mode, je pense. Et donc, si vous pouvez porter un masque, c'est pas une obligation. On est pas mal de policiers dans cette salle. Ça serait bien que si les gens puissent prendre des masques à disposition, les porter, pas les porter, si vous voulez l'explication. C'est un souhait de faire ce soir. Voilà. Donc, un petit mot rapide. Donc, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, je suis heureux d'ouvrir ce dernier conseil municipal avant la période estivale. Heureux car notre ville va bien. Nous pouvons nous réjouir d'accueillir jour après jour de nouveaux habitants qui sont en quête de bien vivre à Trélières. Le succès de notre fête de la musique en est le parfait exemple. Notre politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse prend aujourd'hui tout son sens. Depuis plus de 10 ans, nous avons investi beaucoup pour faciliter l'accueil des jeunes enfants et nous poursuivrons ces investissements. Je suis heureux d'annoncer que la rentrée 2022 verra l'ouverture d'une unité d'accueil de 14 places au sein du multi-accueil, Bulle de Rêve, portant ainsi sa capacité à 50 places. Heureux d'annoncer aussi que 3 nouvelles classes s'ouvriront à la rentrée 2022, là où beaucoup de communes limitrophes voient leur nombre diminuer. C'est une grande satisfaction pour moi et pour l'équipe municipale. Le groupe scolaire, je vous l'annonce aujourd'hui, verra le jour à la rentrée 2025, avec 8 nouvelles classes pouvant accueillir plus de 200 élèves. Vous le savez, investissement ne va pas sans fonctionnement. Aussi la ville met les moyens humains pour accueillir ces nouveaux publics. Nous aurons ce soir à délibérer sur la création de postes pour répondre à ces besoins d'accompagnement. Enfance et jeunesse sont l'avenir de notre commune. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre projet social, celui de mobiliser la jeunesse et de faire évoluer l'offre d'activité en direction des jeunes. Notre intégration au dispositif PS Jeunes, soutenu par la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, est un nouvel exemple. Ce dispositif nous permettra d'expérimenter à partir de septembre prochain un dispositif bien connu en Pays de Loire, le relais information jeunesse. Vous le voyez bien, anticiper c'est donc dans notre nature. Les nouvelles générations ne savent pas attendre. Le conseil municipal des enfants nous le rappelle à chaque réunion. C'est en restant à leur écoute que nous ferons la ville de demain. Notre rôle, au-delà d'accompagner les parents, la jeunesse passe aussi par la facilitation d'accès aux services publics et nous œuvrons au quotidien pour relever ce défi. Donc voilà ce que je veux dire. Voilà, donc maintenant on va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc on va commencer par les ressources humaines. Donc le point 1, c'est mise à jour du tableau des effectifs. Valérie Robert. Donc, on commence par le multi-accueil. En prévision d'ouverture de l'extension du multi-accueil Bulle de Rêve en novembre 2022, qui offrira 15 places supplémentaires, et afin d'en assurer son fonctionnement sur des plages horaires identiques à celles en vigueur à ce jour, la création de 5 postes a été retenue au budget primitif de l'année 2022. Ces recrutements tiennent compte du taux d'encadrement en petite enfance, mais également une volonté d'offrir une qualité d'accueil importante sur les 30 minutes du matin et du soir. Par conséquent, il est nécessaire de créer, à la date du 1er novembre 2022, un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet,
2 postes d'auxiliaire de périculture de classe normale à temps complet, 2 postes de CAP petite enfance à temps complet au grade d'adjoint territorial d'animation. Le point suivant, c'est l'accroissement du temps d'entretien ménager lié à la croissance des effectifs scolaires et petite enfance. Là aussi, dans la perspective de l'ouverture de 3 classes à la rentrée prochaine et l'extension du multi-accueil, il convient de prévoir des heures de ménage pour les 3 modulaires et les surfaces supplémentaires du multi-accueil. D'où la création de 585 heures par an pour un emploi d'agent d'entretien, grade adjoint technique au 1er septembre pour les 3 modulaires, et 360 heures par an pour un emploi d'agent d'entretien, grade adjoint technique au 1er novembre pour le multi-accueil. En fait, c'était mis en heure puisque ça peut être proposé pour compléter des contrats actuels, des contrats incomplets. Ensuite, la requalification d'un poste de rédacteur au service RH. Il s'agit donc d'une requalification du poste de gestionnaire de carrière et paye au service RH, qui jusqu'à présent est occupé par un agent de la catégorie C. Ce type de poste est traditionnellement pourvu par des agents de catégorie B, ce qui est le cas de la candidate retenue, d'où la proposition de modification du poste au tableau des effectifs, soit la création d'un emploi de rédacteur territorial dans la filière administrative à compter du 11 juillet. Ensuite, la même chose, c'est une requalification d'un poste d'attaché principal en charge de la direction des ressources humaines et de la modernisation. Donc c'est pour la nécessité de mise en adéquation du grade avec le directeur des ressources internes. Il est donc proposé la création d'un poste d'attaché principal filière administrative à temps complet à la date du 11 juillet 2022. Donc, vu l'avis de la commission ressources du 22 juin 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable aux modifications du tableau des effectifs proposés ci-dessus. Merci. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une question. Effectivement, on a le dossier qui a été envoyé pour le conseil du 4 juillet. Je voulais juste avoir confirmation que les 2 créations de postes sont bien, les délibérations sont bien à compter d'aujourd'hui. Oui, puisque on a remporté la date du fait du conseil municipal du 11 juillet à la place du 4. Mais ce n'est pas mentionné dans le dossier qu'on a reçu. Ok, merci pour la précision. Merci. Donc, pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, voilà, les 5 pour. Merci. Alors, j'ai omis de vous présenter l'édition du maire. On excuse un peu vite. Donc, on va vous présenter l'édition du maire. Est-ce que vous avez des remarques à ce sujet-là? Les décisions du maire. Ah oui. Il y a eu 2 ajouts, mais il avait été dit en commission que les ajouts allaient avoir lieu, donc pas de difficulté par rapport au dossier envoyé. C'était anticipé dès la commission. On n'a pas de remarques particulières. Les éléments sont, pour le coup, ça fait plusieurs mois, très clairs, très détaillés. Et les explications qu'on a eues en commission étaient satisfaisantes. Donc, non, pas de remarques particulières. Si ce n'est un coût très élevé, mais il n'y a pas le choix pour les modulaires et qui va se répéter pendant plusieurs années. Voilà. Très bien, merci. Voilà, donc on reprend l'ordre du jour, excusez-moi pour ce dit. Donc point 2, personnel, alors oui c'est ça. Personnel non titulaire, recrutement des responsables de la direction des ressources internes de modernisation, Valérie Robert. Donc là aussi, vous allez voir 2 projets de délibération que malheureusement nous n'avons pas pu vous présenter à la commission ressources du 22 juin, car les recrutements n'étaient pas terminés à cette date. Mais je pense que vous les avez reçus par mail pour ce soir. Donc effectivement, à la suite des mutations externes du responsable de la direction DREAM, le poste est vacant depuis le mois de mai dernier. Un appel à candidature externe a été publié dès le 21 avril 2022. Cependant, aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions n'a pu être retenu. Donc c'est pour ça que nous passons ces délibérations ce soir avant de pouvoir recruter le candidat.
Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement d'un responsable de la direction des ressources internes et de la modernisation à temps complet en CDI, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des attachés principaux, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Merci. Alors, personnel non titulaire, recrutement d'un responsable des directions de la communication et de la citoyenneté, Valérie Robert. Donc en fait, il en est de même pour ce poste. L'appel à candidature a été publié le 25 mai. Cependant, là aussi, aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions n'a pu être censé et retenu, d'où cette délibération. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement d'un responsable de la direction de la communication et de la citoyenneté à temps complet, en CDD de 3 ans, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Merci. Il y a des questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Merci. Alors maintenant on change, on fait l'aménagement, protocole d'accord transactionnel relatif à la préemption du foncier de Madame Lamis, Benjamin Vacher. Vu les articles L43.1. Vu les articles L143.1 à L143.16 Code rural de la pêche maritime concernant le droit des prendre et des sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural. Considérant la demande de préemption partielle de la parcelle section YKN108 par la commune de Trélières en date du 19 avril 2017. En 2017, la SAFER a préempté partiellement la parcelle YK numéro 108 appartenant à Mme Lamis Florence pour une superficie de 3000 m², en excluant l'accès et la partie construite. Le motif de la préemption partielle est la lutte contre le mitage des terres agricoles et la mise en exploitation agricole de la partie du terrain préemptée. Le montant d'acquisition proposé par la SAFER était de 1000 €. Refusant cette préemption, Mme Lamis a engagé une procédure au tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir une indemnité pour la perte de valeur de sa maison d'habitation de 25 000 €. En 2021, le tribunal a statué que la SAFER doit indemniser Mme Lamis à hauteur de 20 000 € au titre de la perte de valeur résultant de la préemption partielle de son bien. Comme, suite au jugement du tribunal judiciaire de Nantes, la SAFER a demandé une visite sur le terrain à l'ensemble des parties afin de mettre en œuvre la décision du tribunal. Après avoir constaté que seule la partie arrière de la propriété peut faire l'objet d'une remise en exploitation, il est proposé de ne pas suivre le jugement du tribunal et de signer un accord transactionnel avec Mme Lamis. Cet accord transactionnel est envisagé après les rencontres avec les propriétaires et consultation de l'avocat de la SAFER. L'accord transactionnel stipule que la préemption ne portera que sur la partie arrière de la propriété de Mme Lamis, soit environ 1220 m². Le prix de vente est fixé à 1000 €. Mme Lamis renonce à l'indemnité des 20 000 €. À la signature du protocole d'accord transactionnel, la commune de Trélières devra procéder à l'achat de la parcelle d'environ 1220 m² auprès de la SAFER. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole d'accord transactionnel avec la SAFER et Mme Lamis, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition de la parcelle YK numéro 108P d'une superficie d'environ 1220 m² pour un montant de 1000 €, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette affaire et à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Je vous remercie. Donc, exonération de redevance ferme de Chavagne, magasin de producteurs. Alors. Vu la convention d'occupation précaire en date du 31 décembre 2019 concernant le local situé 16 place de la Liberté, le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, IAHP, de la liste des communes situées dans une zone réglementée au titre de la direction 2005-94-CE et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, considérant la présentation faite le 21 juin 2022 en commission aménagement. Comme suite à la mise sous surveillance en date du 26 mars 2022 des élevages de volailles et l'interdiction de circulation des volailles vivantes, le GAEC, la ferme de Chavagne, a temporairement arrêté son activité depuis le 28 avril 2022.
Dans ce contexte, le GAEC de la ferme de Chavagne sollicite une exonération de la redevance due au titre de l'occupation du local situé aux 16 places de la Liberté sur la période d'arrêt de leur activité commerciale, soit le 1er mai au 31 août 2022. Pour rappel, le paiement de l'indemnité d'occupation réalisé pour atteindre des superficies occupées par chaque occupant. Le montant mensuel de la redevance est de 383,77 € pour la ferme de Chavagne. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'exonération de redevance d'un montant de 383,77 € mensuel pour le GAEC de la ferme de Chavagne sur la période du 1er mai au 31 août 2022. D'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette affaire et à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. 25 pour. Merci. Alors, signature d'une convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation des exécutions d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie pour le Rincy. Donc le CIDELA va lancer un accord cadre à marché subséquent pour l'achat et la fourniture d'énergie qui débutera au 1er juillet 2023 pour le gaz naturel et au 1er janvier 2024 pour l'électricité. Les marchés publics d'électricité et gaz naturel en cours de la commune de Trélières arrivent à terme. Nous travaillons déjà avec le CIDELA. Au 31/12/2023 pour l'électricité, au 30/06/2023 pour le gaz. Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion des deniers publics, la commune souhaite adhérer au groupement de commandes permanentes pour la passation et l'exécution du marché public précité, dont le CIDELA est coordonnateur. Pourquoi adhérer au groupement d'achat? Des tarifs attractifs négociés pour le compte des groupements, une relation directe avec les fournisseurs, la mise à disposition d'un outil de gestion énergétique et patrimoniale, l'analyse et la facturation et l'optimisation tarifaire, le bilan des consommations énergétiques annuelles. Dans un premier temps, il nous faut dissoudre les marchés en cours, ayant un objet similaire, donc électricité et gaz, qui étaient à part. Nous vous proposons d'adhérer au groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie, annexé à la présente délibération, d'autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Trélières. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Dans son vote, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Merci. Donc là, on fait des famille, éducation, solidarité. Alors, c'est construction d'une nouvelle école. Approbation d'un pré-programme et de l'enveloppe financière provisionnelle, lancement du concours de maîtrise d'œuvre, Maïté Béraille. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, je suis ravie, pour ne pas dire fière, de vous présenter ce soir la première délibération concernant le groupe scolaire environ en 2025. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer le temps qui a pu vous sembler long, mais vous le savez, ce n'est pas parce que les choses sont invisibles qu'elles ne sont pas faites. Dans un premier temps, l'équipe majoritaire et les services ont travaillé à définir le site qui serait retenu. La feuille de route était claire, simple. Nous devions trouver un foncier disponible sans modification du PLU pour une livraison garantie en 2025. Un foncier dont nous étions propriétaires. Pour info, la surface requise est de 1 hectare. À 180 € le mètre carré viabilisé, nous aurions dû investir 1,8 million d'euros. Or, être élu est être responsable devant la population de l'usage des finances publiques. Autre exigence imposée par l'usage du bâtiment, la sécurité. Notre choix se porterait sur un site déjà desservi en piste cyclable, en cohérence avec la démarche MOBI engagée avec la CCEG et dont la voirie serait sécurisée au moins en partie afin de limiter les coûts d'aménagement. Il nous est également apparu nécessaire de trouver un site à proximité d'équipements sportifs, de sorte de désengorger les terrains de sport du centre-bourg utilisés par les écoles. Afin de limiter l'emprise au sol, il a été aussi demandé de trouver un site où nous pouvions mutualiser les parkings. Et
et nos échanges avec les cuisines satellites et la cuisine centrale nous ont conduit à chercher un site à proximité de la cuisine centrale afin d'optimiser les liaisons chaudes. Enfin, nous avions la volonté de trouver un terrain où l'implantation du groupe scolaire n'impacterait pas la végétation de façon moindre. Un terrain où l'étude des sols avait déjà été faite. C'est ainsi que notre équipe a fait le choix politique, stratégique et économique de terrain de la Rincée qui correspondait à l'ensemble des critères demandés. Nous avons donc requis l'appui d'un programmiste, des services, des équipes techniques qui interviendront sur site pour élaborer le programme que je vous présente ce soir. Nous associerons dans un prochain temps les habitants de la Rincée afin d'affiner avec eux les plans de déplacement. En 10 ans, la commune, vous le voyez sur le schéma, en 10 ans, la commune a enregistré une augmentation d'effectifs de 37%, soit 13 classes supplémentaires. Alors que les enfants s'attassaient dans les modulaires à la Chênaie depuis plusieurs années, Alain et son équipe avaient décidé de la création de l'école Pauline Kergomar avec 8 classes. Le projet a vu le jour, comme vous le savez, en 2019, permettant ainsi le transfert des enfants et l'ouverture d'une nouvelle classe. Durant cette période, la municipalité a voté également l'agrandissement de Joseph Fron et de Alexandre Vincent. Les travaux ont été livrés en 2018. Après un modulaire à Joseph Fron, puis Alexandre Vincent, nous installerons pour la rentrée prochaine 3 modulaires classes supplémentaires. Durant ces 10 ans, nous avons donc répondu aux besoins des familles qui s'installaient. En conclusion, depuis 2014, plus de 370 élèves ont rejoint les bancs des 4 écoles de la ville. Si cette tendance se maintient, plus d'une centaine d'enfants devront encore arriver d'ici 2024. Afin de faire des choix justes et cohérents, l'équipe municipale a demandé après l'étude Préau, il y a 2 ans, une étude affinée en interne par la DFES qui tenait compte des critères actualisés. Le PLH revu à la baisse. Sur les prochaines années, nous sommes à 80 logements à l'année. Les mouvements moins importants et les nouveaux modèles familiaux avec une nette augmentation des résidences partagées et donc une scolarisation sur une résidence principale haute. Nous assistons ainsi, vous le voyez, à un ralentissement des augmentations des effectifs. Si le cabinet Préau évoquait un besoin de 13 classes à échéance 2025, le besoin sera inférieur et sera limité à 8 classes. Aussi a-t-il été décidé de partir sur un projet de groupe scolaire évolutif muni de 8 classes à l'origine, mais pouvant, grâce à une extension, intégrer rapidement 5 volumes de classes supplémentaires, afin d'optimiser la conception du bâtiment. Les espaces périscolaires, sanitaires et restauration seront, eux, dimensionnés pour 13 classes dès le démarrage. Oui, nous souhaitons intervenir. J'imagine. Vous imaginez bien. Je sais. J'en suis satisfait. Depuis 2 ans, nous savons tous que Trélières va avoir besoin d'un ensemble scolaire. D'ailleurs, on peut dire que Trélières a déjà besoin d'un ensemble scolaire puisque dès la rentrée prochaine, ce sont 4 modulaires qui feront office de classe. Depuis 2 ans, nous demandons que ce projet prévu financièrement, étudié concrètement, soit prévu, pardon. En 2021, nous avons eu vos prévisions financières, un ensemble scolaire de 13 classes et une salle couverte pour les activités sportives, le tout pour un budget de 6 millions d'euros. Nous avons douté officiellement et à plusieurs reprises d'une si faible enveloppe financière pour un tel projet. Ce soir, vous présentez un projet à 7 millions d'euros, mais pour construire 8 classes seulement et 100 salles sportives couvertes associées. Vos prévisions au plan pluriannuel d'investissement étaient totalement fantaisistes. Vos chiffres de ce soir en apportent la preuve par eux-mêmes. Le projet, le programme que vous présentez est une structure scolaire de 8 classes extensible à 13. Mais c'est bien 8 classes qui seront construites et utilisables en 2025. Vous basez cette réduction de l'offre scolaire sur une prospective scolaire remettant en cause celle faite à 2 reprises par un cabinet extérieur mandaté par la commune en 2016 puis en 2020. Cette prospective scolaire a été refaite par les services de la mairie, mais sans aucun échange avec les services de l'urbanisme pour connaître la mise à jour des prévisions de logement dans les années qui suivent. Nous notons simplement que cette nouvelle prospective scolaire valide un nombre d'ouvertures de classes juste compatible avec les ressources de la commune, soit 6 à 7 millions d'euros. Nous espérons sincèrement que la réalité de 2025 et des années qui suivent, juste derrière, confirmeront cette toute nouvelle prospective scolaire. La future école sera construite à la Rincée. Ce choix n'a pas été partagé ni discuté avec personne. Les accès à la rue de la Rincée sont déjà fortement impactés par la circulation aux heures de pointe. Cela va devenir un cauchemar, car voitures, de roues, piétons. Pour éviter les bouchons à l'entrée de Trélières, nombre de véhicules passeront par le pont du Guet via une chaussée dont l'état et la largeur ne sont pas forcément adaptés. Vous créez une nouvelle voie qui va déboucher route de la Chapelle. Il va falloir
tous ces gabarits, il va falloir revoir tous ces gabarits où aujourd'hui il est déjà difficile de croiser deux voitures. Il va falloir aussi budgétiser toutes les allées et venues des navettes pour emmener les élémentaires dans les salles de sport du bourg pour faire leur activité sportive, puisque vous ne créez pas de salle de proximité. Sans compter que la moitié des haies existantes vont être rasées avec les choix d'implantation que vous avez décidés. Penser une école dans sa forme et son organisation, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même savoir à l'avance à qui elle va s'adresser. Et cette réflexion n'est toujours pas faite. D'où viendront les élèves? Du bourg, du sud de la commune, des deux? On ne sait pas. Vous n'avez présenté aucune anticipation de la sectarisation scolaire, rien, et donc aucune anticipation d'où viendront les cars et quels seront les circuits empruntés. C'est totalement irresponsable, c'est construire une école à l'aveugle seulement parce qu'il faut des classes, mais pour qui, pourquoi, c'est totalement fou. Nous rappelons votre méthode pour décider d'un investissement de 7 millions d'euros. Aucune concertation avec les élus de la minorité, mais on est habitué, et encore moins avec les premiers intéressés, les parents d'élèves et leurs représentants, ainsi que les équipes enseignantes. Toujours rien. Vous avez tout à fait le droit de le faire, mais ces méthodes opaques et arbitraires sont d'une autre époque et singularisent négativement encore notre commune par rapport à ce qui se fait dans d'autres collectivités. L'organisation et la géographie de notre commune nécessitaient et méritaient une toute autre réflexion, en tout cas une autre analyse de ce scénario. Depuis plusieurs années, nous militons pour qu'une étude d'implantation d'une école soit faite à la Ménardet. Il existe une zone à construire de 10 000 à 13 000 m², soit presque 2 fois plus que la surface retenue à la RSE. Ainsi, sur le papier, un projet d'école dans le second ensemble urbain de la commune peut tout à fait être étudié. Nous ne lancerons pas de débat ce soir, puisque vos choix ont tué tout débat possible. Tout est décidé, imposé, mais soyez rassurés que nous le ferons savoir à tous les traders. Je vous remercie. Mis à part dans votre intervention, en fait, vous ressoulevez des choses que j'ai déjà expliquées au départ, mais vous n'avez pas peut-être pas écouté. Nous les avons entendues, mais vos explications ne sont pas conformes à nos réflexions, à notre réflexion. Ok, bien sûr. Oui, alors moi je voudrais rappeler quand même, j'ai toujours dit, annoncé, que nous, au scolaire serait 8 classes, extensible à 13 classes. Par contre, tout ce qui est restauration, cours d'école et tout ça, serait forcément sur une base de 13 classes. On a toujours annoncé que le nouveau scolaire serait 10 classes. Extensible à 13, on peut faire 8 classes, 13 classes en 2025, on a besoin de 5 8. Première chose. Deuxième chose, rappeler que depuis 10 ans que je suis maire de la commune, on aura investi pour les écoles près de 15 millions d'euros pour les nouvelles écoles, la nouvelle école Carlomar, l'agrandissement des 2 groupes scolaires. Jamais une commune de notre taille a autant investi pour les écoles. Et je rappellerai une dernière fois, je ne vais pas que je vous rappelle ça, quand je suis arrivé maire en 2012, les classes de la Chênaie, c'était des bungalows, c'était des modulaires, mais des modulaires qui dataient. Nous, nos modulaires, c'est vrai qu'on va faire 3 modulaires supplémentaires pour une période courte, mais les modulaires, quand j'ai été élu maire, c'est des modulaires qui existaient depuis des années. Et à l'époque, l'ancienne majorité, ça ne gênait pas de mettre les enfants dans des modulaires. Nous, les modulaires, c'est pour, en attendant, le nouveau scolaire. Donc c'est pour un temps limité, si vous voulez. Alors moi j'ai bien ce soir des leçons, mais des leçons de ce genre, je crois que sur l'école, sur la politique des écoles, sur la politique de la jeunesse, on a beaucoup fait, et on fera encore. Et là on a vraiment, on peut dire que la commune, depuis 10 ans, investit beaucoup dans les écoles. Je vous rappelle, c'est 15 millions d'euros quand même. Monsieur le maire, loin de moi cette idée de vous donner des leçons. Vous avez effectivement effectué les modifications nécessaires qui permettaient de pouvoir accueillir les différents élèves. Tout à fait, vous avez investi ce qui était nécessaire. Nous, on vous parle juste de ce nouveau projet qui correspond à une somme d'argent qui est quand même pas anodine, et pour lequel on aurait bien aimé être sollicité, ou du moins nous, mais aussi les gens de la Ménardet ou les gens de Trélières et les enfants, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, les différentes parties prenantes. Maintenant, on va continuer puisque vous avez décidé de le faire ainsi. Quand vous dites 8 classes avec une extension à 13, j'étais présent à la commission et Madame Bérail nous a effectivement présenté le projet tel qu'il allait être fait. Effectivement, à ce moment-là, oui, on a bien compris que c'est ce que vous vouliez faire. Vous avez anticipé le fait qu'il n'y aurait besoin que de 8 classes, et bien il n'y aura que 8 classes, avec une extension possible. Après, on verra comment ça se passe, hein, mais les différentes perspectives telles qu'elles avaient été faites dans le passé sur le volume de nouveaux élèves à intégrer à la commune, enfin du moins dans les écoles, n'étaient pas du tout les mêmes. Donc on
verra bien. Hein. Vous avez pris des décisions tout seul, donc vous les assumerez. Hein. Les Tréliérains pourront doter. Sur le coup, je voudrais effectivement, donc vous le rappelez, nous avions annoncé sur le PPI 6 millions d'euros et nous affichons ici un montant de 7 millions. L'enveloppe globale de l'opération est estimée à 5 883 614 euros hors taxe, soit 7 60 TTC, dont 4 405 pour l'enveloppe financière prévisionnelle dédiée aux travaux. Nous avons été impactés, et ça c'est très très clair, par l'inflation post-Covid du coût des matériaux. Nous sommes impactés par les obligations liées à la loi climat et résilience, qui est la RE 2020 ici. Un total de 7% supplémentaire, soit près de 300 000 euros. Donc, globalement, nous affichons un montant de 7 millions d'euros en intégrant dedans l'augmentation effectivement liée à l'inflation des matériaux et à la RE 2020. Voilà, je pense que nous arrivons à 7 millions et que ça ne me paraît pas si étonnant que ça. D'autant que nous avons plus de surface que n'avait été présentée par la DOST à ce moment-là. Je rappelle, nous avons revu les besoins. À l'origine, la DOST avait travaillé sur une étude de 1500 m². Or, nous présentons un avant-programme avec 380 m² supplémentaires. 320 m² à 2000 euros le mètre carré bâti, cela fait 776 000. Donc ça me fait bien 1 million que vous avez perdu quelque part. Juste pour conclure, par rapport à ce que vous venez de rajouter, on n'a jamais douté de ce que vous investissiez, que ce soit 6 ou 7 millions, c'est investi dans le budget. Donc allons-y. Nous, on ne met pas en doute vos calculs. Hein. Je ne l'ai absolument pas dit, j'ai simplement dit que c'était la manière dont ça allait se faire qui ne nous convenait pas. C'est tout. Très bien, merci. Donc, pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est pour? Isabelle, oui. Concernant le financement de la future école, donc, qui je rappelle est évolutive de 8 à 13 classes. Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Béraille, tout le travail qu'elle a effectué depuis plusieurs mois. On ne compte pas les réunions auxquelles elle a dû assister. Vous avez eu, comme nous tous, l'étude de faisabilité de Crescendo Conseil du Maine-et-Loire, vous l'avez reçue par M. le maire, et vous l'avez eu détaillé aussi pour ce présent conseil municipal ce soir. Cette étude a été présentée au groupe marché courant juin. Je vous rappelle qu'à ce groupe marché, les élus de l'opposition n'étaient pas présents. Ce coût de projet reprend donc toutes dépenses confondues réparties entre les travaux, les prestations intellectuelles et les frais divers. Certes, le PPI envisageait 6 millions d'euros. Il faut savoir que depuis, il y a une évolution constante du besoin des classes publiques. Les prospectives ont été affinées en interne. Effectivement, l'évolution scolaire des élèves, et là aussi où je compte intervenir, c'est que contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, les services techniques ont bien été interrogés sur les projets de logement sur la commune, ainsi que le service état civil concernant le nombre de naissances. Certes, un redimensionnement du nombre de classes, mais, comme disait Mme Béraille, les espaces communs prévus pour à terme recevoir 13 classes. Ce que n'a pas souligné Mme Béraille, nous ne pouvons que satisfaits d'un projet de classe également ULIS, je ne sais pas si le conseil en parler, et le projet de classe UEMA. Qu'est-ce que c'est? ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, pour les enfants présentant des difficultés d'apprentissage, qui n'excédera pas 8 élèves, ainsi qu'une classe UEMA, unité d'enseignement maternel autisme pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, qui n'excédera pas 8 élèves. Pour information, à ce jour, il n'y a uniquement que 2 classes dans le département de Loire-Atlantique, Saint-Herblain et Saint-Nazaire. Donc nous pouvons que nous en féliciter si jamais ce genre de classe ouvre à Trélières. Je vous rassure, effectivement, ce PPI de 6 millions, donc il nous manque 1 million. Les pistes de réflexion sont menées pour maintenir le montant global de notre PPI sur ce mandat. Nous ne dépasserons pas le PPI sur ce mandat. Les précisions vous seront données au moment de la présentation du BP 2023. En contrepartie, nous pouvons prévoir déjà dans les prévisions 1 200 000 de subventions entre la région, le département, la CCEG, sans compter le fonds de compensation de la TVA, la participation de la CAF avec les ouvertures des classes ULIS et UEMA, ainsi qu'une dotation pour l'équipement particulier lié à ces classes spécifiques.
Je tenais à le rappeler là aussi, mais Mme Béragne l'a fait, le gain financier sur le foncier disponible de suite ne devrait pas acheter l'achat foncier. Nous avons déjà un gain de 1,8 million. Enfin, pour terminer, vous aviez également évoqué les craintes de la circulation. Je vous rappelle que vous aviez émis les mêmes craintes au moment du projet de l'école Pauline Cargomar. Il s'avère que ça se passe mal. Merci. Juste une petite chose, effectivement, vous dites que vous n'avez pas aimé la méthode. Je le redis, le choix est politique, le choix du site est politique. Sur la méthode, autrement appris au niveau de la concertation, nous travaillerons avec les enseignants sur l'aménagement de l'école. Nous avons déjà commencé à travailler avec les ADEME et avec le personnel technique qui s'occupe des écoles. Voilà. Très bien, merci. Donc, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 19 pour, 6 contre. Merci. Alors, le point suivant, construction d'une nouvelle école compétente du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Alors, la ville de Trélières donc prévoit la construction, je ne vais peut-être pas lire la délibération entière puisqu'on la connaît tous. Le jury de concours de maîtrise d'œuvre interviendra à 2 étapes de la procédure, lors des examens des candidatures et l'examen des offres. Lors de la première étape du concours, il examine les candidatures en se fondant sur les critères de sélection clairs et non discriminatoires mentionnés dans l'avis de concours. Il formule un avis motivé et dresse un procès-verbal. Au vu de cet avis, le pouvoir adjudicateur fixe la liste des 3 candidats admis à concourir. La seconde phase a pour objectif de mettre en concurrence les candidats admis à concourir. Les offres de ces candidats seront examinées de manière anonyme par le jury en se fondant sur les critères d'évaluation des projets indiqués dans l'avis de concours. Un procès-verbal d'examen des prestations sera dressé dans lequel sera notamment consigné le classement des projets. L'acheteur choisira le ou les lauréats du concours conformément à l'article R2122-6 du Code. Le pouvoir adjudicateur négociera ensuite le marché public de maîtrise d'œuvre avec le ou les lauréats du concours. Conformément aux dispositions des articles R2162-22 et R2162-24 du Code de la commande publique, le jury composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours appelés à siéger dans le cadre de cette procédure est composé comme suit. Monsieur le maire ou son représentant désigné par lui, président du jury. Isabelle Grelot, Maïté Déral, Claude Rincé, Frédéric Chapeau. 3 experts inscrits à l'ordre des architectes possédant la qualification professionnelle particulière exigée pour participer à ce concours ou une qualification équivalente. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Cette dernière catégorie de personnes sera désignée ultérieurement par Monsieur le maire. Au titre de leur participation, il sera alloué aux personnes possédant la qualification professionnelle particulière exigée constituant le jury une indemnité de participation qui sera fixée dans l'arrêt de désignation. Participeront également au jury avec voix consultative le DGS, la directrice des services techniques, la directrice enfance, famille et solidarité, ainsi qu'un représentant du bureau d'études de Crescendo qui nous accompagne. Le comptable public de la ville et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent être invités par le président du jury à y participer. Ils auront également voix consultative. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la composition du jury concours de maîtrise d'œuvre, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute décision concernant la composition, l'organisation, le déroulement des jurys et notamment à désigner par arrêté municipal les personnes possédant les qualifications professionnelles particulières exigées pour participer au concours ou une qualification équivalente et leur indemnité de participation. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'approuver l'inscription des crédits correspondants sur les budgets 2022 et suivants. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ici, Ah, pardon, excusez-moi. excusez-moi. Alors on va parler de méthode justement. Mesdames et messieurs, le jury qui va être désigné ce soir devra choisir la maîtrise d'œuvre d'un projet à 7 millions d'euros. Un projet majeur pour la commune. Vous avez décidé de ne pas l'ouvrir à la juste représentation du conseil municipal en excluant l'opposition. C'est une première pour un tel projet, car notamment sur le choix de l'aménageur pour la ZAC de Virlou ou pour l'école de Cargomar, majorité et minorité avaient participé au jury. Plus grave selon nous, ce jury n'est pas ouvert aux représentants des parents d'élèves, ni à une représentation des directions des écoles publiques déjà existantes qui auraient pu
les uns comme les autres, apporter une plus-value avec leur expérience. Ce sont quand même les principaux concernés par ce projet. C'est malheureusement une nouvelle illustration d'une gouvernance fermée, en vase clos, à l'opposé de celle que nous souhaiterions pour Treillères. Merci de votre attention. Oui, alors effectivement, je me doutais bien de cette intervention. Alors d'abord, l'équipe majoritaire est maître d'ouvrage complètement du projet, je vous le rappelle. À ce titre, les réunions techniques, les choix politiques, stratégiques sont de son ressort. Tout ce qui est réunion technique donne lieu à des échanges, des débats. Entre techniciens et élus, ces débats sont internes, ils ne sauraient être publiés. Tout au jury, effectivement, nous n'avons pas jugé bon de vous y intégrer puisque vous ne pouvez pas faire partie réellement de notre discussion et de notre concertation. Et je vous rappelle également qu'un début de conseil municipal, c'était le dernier, je ne sais plus, le dernier ou l'avant-dernier, monsieur le maire vous a précisé que vous ne serez plus invité en dehors des conseils municipaux et des commissions municipales pour les raisons que vous savez tous. Ok, dont acte. Merci. Merci. Et donc, c'est chouette la démocratie. Voilà. C'est clair. Donc, on passe au vote. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, 19 pour, 6 contre. Merci. Lieu d'accueil parents-enfants avenant à la convention de partenariat Max Péberay. Alors, le lieu d'accueil enfants-parents, vous le savez, fonctionne sur 4 communes, Grandchamp, Éric, sur 5 communes, plutôt 4 communes désormais, puisque Vigneux de Bretagne s'en retire. Nous avons une convention qui nous lie effectivement qui nous liait du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Vigneux de Bretagne a décidé et nous a informé de son retrait. Donc nous faisons un prolongement de la convention jusqu'au 31 décembre de façon à donner à toutes les communes un temps de réflexion sur la suite du dossier LAEP. Donc je rappelle que là, on est ouvert à Grandchamp, Desfontaines, Éric, Sucé-sur-Èvre un lundi par mois et que nous sommes, nous, tous les mercredis, ouverts à Treillères. Ça se passe au sein du pôle enfance Solidarité. Si vous voulez, je peux même vous donner quelques chiffres des fréquentations dernières, à moins que vous les ayez eues. En commission. Comment les aurions-nous? En commission. Parce qu'on l'a présenté en commission, donc les personnes qui étaient à la commission l'ont lu, donc je ne vois pas remettre il y a 15 jours. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est la commission. Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui motive aujourd'hui le retrait de la commune de Vigneux. Alors, il n'y a quasiment pas de visite, en fait. Eux se sont dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour eux à maintenir le service. Je vais vous dire exactement. Alors, Vigneux de Bretagne, là, mettons, on va dire au premier semestre 2022, par exemple, Treillères a fait 23 accueils, d'accord. Vigneux, on a fait 3. Voilà. Donc, pour eux, c'est vraiment pas intéressant de maintenir ce service-là. Merci. Merci. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Merci. Alors, mise à jour des règlements intérieurs des structures enfance-famille. Alors, nous avons, avec l'équipe de ma délégation, nous avons regardé un peu l'ensemble des règlements et nous nous sommes aperçus que c'était un peu une usine à gaz pour les familles qui s'inscrivaient. Il y avait 8 règlements existants, donc il y a eu une réflexion et nous avons finalement réussi à passer à 4 règlements, avec un règlement guichet famille qui couvre la plupart des inscriptions au service, un règlement petite enfance qui regroupe le multi-accueil des passerelles, un règlement enfance regroupant les activités péri- et extrascolaires et un règlement jeunesse regroupant adogèvre et espace jeunesse. Alors, l'actualisation, on revoit la gestion des séparations des parents, puisque donc on en enregistre de plus en plus. Obligation pour chaque représentant légal de créer son dossier famille, possibilité de bénéficier de tarifs différenciés et autonomie dans la gestion des réservations selon l'organisation de la garde alternée.
En fait, les nouveaux règlements sont pour coller au plus près des réalités. La gestion des impayés, nous avons négocié avec le CCAS, nous avons travaillé avec le CCAS, mais ça on en a déjà parlé, pour l'accompagnement des familles en difficulté, pour les accompagner avant qu'elles n'arrivent justement à demander des subventions CCAS. L'actualisation du quotient familial, minima une fois par an en janvier. Le régime alimentaire, 2 formules proposées, menu classique ou menu végétarien, contre 4 actuellement, menu classique, végétarien, sans viande, sans porc. Un PAI, le projet d'accueil individualisé, la mise en place d'une procédure afin d'assurer un meilleur encadrement des enfants et de sécuriser les pratiques. En gros, les PAI, tant qu'ils seront pas signés, tant qu'à l'inscription, si on les a pas enregistrés, signés, on ne prendra pas l'enfant à ce moment-là. Les allergies alimentaires, afin de sécuriser la prise en charge de l'enfant ayant une allergie alimentaire, la commune est contrainte d'imposer la mise en place du panier repas de la famille. Fonctionnement jeunesse, on intègre une nouvelle structure 14-17 ans. La famille hors commune, possibilité d'utiliser les structures communales en fonction des places restantes disponibles. Mise à jour de l'ensemble des horaires des structures. Merci. Des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour, merci. Alors, conventionnement, prestation de service jeune, PS jeune, intégral. Alors, la prestation service jeune, actuellement on est sur une prestation de service ordinaire qui nous rapporte annuellement moins de 5 000 €, c'est-à-dire pour l'accompagnement. La nouvelle convention est en lien notamment avec la réorganisation de l'offre de services destinée aux jeunes tréliérains. Je vous l'ai présenté lors du dernier conseil municipal avec l'évolution de nos services. Les services enfance jeunesse municipale a présenté un projet en destination de la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique pour intégrer le dispositif PS Jeunes. La PS Jeunes, en tant qu'aide au fonctionnement, a pour objectif de soutenir les structures dans l'accompagnement des jeunes âgés de 12 à 25 ans avec une priorité pour les 12-17. En cofinançant les postes d'animateurs qualifiés. Les objectifs, faire évoluer l'offre en direction des jeunes, développer des partenariats locaux autour de la jeunesse avec d'autres acteurs éducatifs, consolider la fonction éducative, mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures. L'accès à cette aide au fonctionnement s'accompagne d'une démarche de conventionnement, l'engagement attendu étant pour une durée de 5 ans. Il s'agit là d'une opportunité de développer des actions innovantes et de renforcer l'accompagnement des jeunes comme précité. Le financement sollicité porterait sur 50% de 3 équivalents temps plein, faisant déjà partie des effectifs de la ville. Ce financement serait de l'ordre de plus de 40 000 € par an, contre les 5 000 que nous touchions précédemment. En gros, on a de plus en plus de demandes de la part des collèges, et donc on peut répondre vraiment. Donc ça nous accompagnerait bien que d'avoir cette subvention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour, merci. Expérimentation du dispositif relais information jeunesse Méditerranée. Alors justement, parce que notre service jeunesse est hyper dynamique, on a décidé de répondre à l'appel du département pour faire une expérimentation copilotée par l'État, le réseau Infogène Pays de Loire, c'est-à-dire de proposer un relais Infogène. Alors, le relais Infogène, il sert à être à l'écoute des jeunes de plus de 15 ans, à proposer un premier niveau d'information élémentaire concernant leur avenir, que ce soit études, formation, emploi, santé, loisirs, culture, de faire un lien avec une structure Infogène sur le territoire, le CRIJ Pays de la Loire, dont dépend Treillères. L'Infogène Pays de Loire s'engage en échange à accompagner les relais par la mise à disposition gratuite d'un ensemble de ressources informatives sur diverses thématiques, à sensibiliser l'animateur du local jeune, c'est-à-dire qu'il va être formé spécifiquement pour cela, et à financer le matériel nécessaire à la mise en place du RIJ à hauteur de 1 500 €, donc 250 € de ressources documentaires. La mise en place du relais Infogène dans la structure jeunesse de Treillères se fera à partir de septembre 2022. Elle se situera dans la salle Héraclès, à côté de la salle des jeunes actuelle. Et un compte rendu intermédiaire sera transmis par le relais Infogène avant le 15 décembre et par Infogène Pays de Loire avant le 30 janvier. Merci. Vous avez des questions? Pas de questions. Passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 25 pour. Merci. Alors, renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel d'accompagnement pour les transports scolaires, l'été dernier.
grand-chose à préciser. C'est un renouvellement comme chaque année avec la CCEG. Nous avons 6 agents en tout à 2 heures par jour du lundi au vendredi en période scolaire. Sachant que c'est un service bien apprécié par les familles et qu'on va essayer d'être au plus près l'an prochain pour voir un peu comment améliorer parce qu'on a eu quelques signalements de difficultés. Voilà. Merci. Pas de questions. Passe au vote qui est pour. Qui s'abstient, qui est contre, 25 pour. Merci. Alors, réalisons un groupement de commandes avec le département de Loire-Atlantique. Alors ça aussi, on en a déjà un petit peu parlé. Le projet de délibération, c'est, vous le savez, la loi Egalim du 30 octobre 2018 nous met dans l'obligation depuis le 1er janvier 2022 d'inclure 50% d'approvisionnement de qualité et durable en restauration scolaire. Nous, au niveau de l'équipe municipale, on a choisi de travailler énormément sur la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire du service de la restauration, sur développer les circuits courts et les produits bruts en provenance de l'agriculture durable. Nous avons donc pour cela un nouveau directeur de restauration qui va nous accompagner sur ce dossier-là. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir entrer dans le groupement de commandes du département de Loire-Atlantique qui permet d'avoir des produits bruts en circuit court non référencés dans le marché alimentaire actuel que nous touchions. Cette convention constitutive d'un groupement devrait prendre effet dès maintenant, dès septembre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Passe au vote qui est pour. Qui s'abstient, qui est contre, 25 pour, merci. Et dernier point pour Mme Béraille, mise à jour des crédits de subvention scolaire 2022. Alors là, il ne vous aura pas échappé que nous avions déjà fait une délibération sur ça, mais les crédits des subventions scolaires 2022 sont établis selon les effectifs des écoles au 1er octobre 2021. Nous avons eu une évolution dans les effectifs. Au regard de l'évolution des effectifs constatés, un ajustement des crédits initialement prévu est nécessaire. Voilà. Vous avez le détail sur votre document, ce que je redis. Voilà, il est donc proposé au membre du Conseil d'accorder les crédits scolaires tels que présentés ci-dessus aux écoles publiques privées concernées dans le cadre des projets d'école pour le premier semestre de l'année scolaire 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si, Madame Maïri, pardon. Ces crédits et subventions sont très encadrés et elles sont obligatoires. Nous allons les voter bien évidemment ce soir. Elles participent de la qualité du confort minimum attendu par les écoles et par les élèves. Mais le confort des élèves et des équipes enseignantes dans nos écoles passe aussi par un accompagnement matériel et humain, accompagnement que la commune doit assurer. Nous constatons malheureusement et avec regret que vous vous contentez aujourd'hui du minimum. Cela est corroboré par des exemples très concrets, des éléments factuels qui nous ont été rapportés. Nous avons appris que vous refusez l'achat d'une gazinière qui a été demandée par l'école Joseph Fro depuis des mois, un investissement de 300 €. Vous refusez l'achat d'un ordinateur et d'un écran pour la nouvelle classe qui sera installée dans les modulaires. Le matériel sera finalement pris dans une autre classe et dotera ce nouveau modulaire. On est un peu dans la logique du déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous refusez également des voiles d'ombrage qui ont été demandées à de multiples reprises par les équipes enseignantes. On est sur des investissements de seulement quelques centaines d'euros pour le confort de nos enfants et ces investissements sont aujourd'hui refusés de façon récurrente par la commune. Et bien sûr, nous dénonçons votre refus catégorique à ce jour de financer le poste d'une ASEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, pour la création de la nouvelle classe, toujours à l'école Joseph Fro. Donc, ce soir, malgré toutes les présentations que vous avez faites avec des engagements financiers, les Tréliérains doivent savoir que le vote des crédits et subventions de ce soir ne doit pas cacher votre politique en faveur du fonctionnement des écoles, une politique austère, avare, pour la qualité de vie et d'enseignement dans nos écoles publiques. Je m'exprime, Madame Grelot. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Merci. Laissez-moi terminer. Merci. Voilà. Donc, en tout cas, pour nous, refuser ces investissements qui
qui ne représentent pas des sommes énormes, mais qui contribuent au confort des élèves et des équipes enseignantes. C'est très important. Donc voilà, pour une ville de 10 000 habitants, on aurait souhaité une autre stratégie de fonctionnement pour nos enfants, et on trouve que, en la matière, vos arbitrages sont un peu déplacés. En fait, ce que j'en retiens, c'est que vous n'avez pas toutes les informations et c'est dommage. Mais si vous ne nous les partagez pas, Madame Béragne, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas lire dans la boule de cristal. Ce n'est pas une question de partager des informations, mais vous êtes toujours avec vos lanceurs d'alerte à possible. Écoutez, on nous renvoie des éléments. Si on avait de la transparence. Non, mais c'est surtout que vous n'écoutez jamais autour de vous tellement. Vous écoutez ce que vous voulez. Le problème, il n'est pas là. La loi d'ombrage, elle a été actée déjà il y a combien de temps? Alors là, voilà. Donc, l'installation est en cours cet été, donc voilà. Donc ça, c'est... Cet été. Non, mais l'installation est en cours, donc bon. Très bien, oui. Et pour la alors, gazinière, la gazinière, j'avoue que les 325 € de gazinière, ça m'amuse, mais ça ne me dit pas grand-chose. Voilà, ça, je veux bien le reconnaître. Le point le plus important qui me paraît, c'est la ZEM. Donc j'ai la joie et le bonheur de vous annoncer que nous avons mis une ZEM à mi-temps sur l'école Joseph Roux, que les écoles ont été prévenues, donc elles n'ont pas fait un retour à votre groupe et c'est dommage. Les écoles ont été prévenues et l'inspecteur a été ravi ce matin. Écoutez, l'information n'est pas remontée aux élus de l'opposition, malheureusement. Ça fait plaisir de vous l'annoncer. Très bien, merci. Très bien, bon, alors on va passer au vote. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Maintenant, on va passer à la vie locale. Alors, modification des conventions de mise à disposition des locaux, équipements, au profit d'associations et développement à Marc Colombin. Bien, donc le conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a adopté l'instauration de conventions annuelles et ponctuelles de mise à disposition des équipements municipaux et de règlements qui désignent notamment les lieux utilisés régulièrement, les conditions d'utilisation, les engagements de l'association, bien sûr, activités, horaires, propreté, fermeture et consignes de sécurité. Chaque convention annuelle est établie pour une durée d'une année scolaire afin de couvrir une saison d'activité. Mais il y a des modifications qui doivent être apportées dans les conventions annuelles et ponctuelles concernant les obligations des occupants, la sécurité incendie et le sponsoring. Donc nous avons fait une synthèse effectivement des dernières modifications et elles se portent au nombre de 3. Premier article qu'on a modifié, l'obligation de l'occupant. Donc des dérogations vont être accordées par la mairie en raison d'une compétition, bien sûr, et les équipements, en tout état de cause, doivent être libérés au maximum à 23h30. Les horaires de fermeture des espaces Simone de Beauvoir, Amitié et Chénet sont indiqués. Je répète, ces espaces-là sont principalement pour d'ordre festif. Et le public doit quitter les locaux à 1h du matin au plus tard et le nettoyage est autorisé jusqu'à 2h avec bien sûr le respect des riverains. Il faudra respecter le règlement de l'équipement qui est affiché et quand l'occupant ou l'association ou les individus seront laissés en autonomie de fonctionnement dans l'équipement, ils s'engagent à assurer le service de sécurité, suivre le plan d'évacuation et sa notice de sécurité. Et bien sûr, ne pas modifier les installations électriques de l'établissement. 2 autres articles ont été ajoutés. Un article important qui n'avait pas été mis en exergue ou présenté, c'était sur la sécurité et l'incendie. L'occupant ou l'association certifie notamment qu'il aura pris connaissance des dispositions relatives à la sécurité, consignes et moyens de secours mis à disposition. L'identité des personnes assurant les missions de sécurité incendie est demandée, ainsi que le coordonnées de la personne, des personnes à contacter en cas d'urgence. Les équipements sportifs sont sous alarme anti-intrusion à la fin des créneaux. 2 annexes à la convention seront ajoutées. Annexe 1 sur la liste des salles municipales et des effectifs. Et annexe 2 sur les dispositions relatives à la sécurité. Je veux parler bien sûr des consignes et moyens de secours mis à disposition. Enfin, un dernier article qui concerne le sponsoring. Donc là encore, nous avons revu et corrigé légèrement pour permettre aux associations qui veulent solliciter la mairie de Trélières afin de pouvoir afficher des sponsors publicitaires au sein des équipements municipaux. Et donc pour ce faire,
il existera désormais un formulaire de demande d'affichage des sponsors associatifs au sein des équipements municipaux et qui sera bien sûr proposé avec un règlement et une procédure. Une annexe numéro 3 à la Convention est donc désormais ajoutée et le formulaire se fera sur demande au niveau des services de la vie associative. La modification de ces conventions, annuelles ou ponctuelles, implique la mise à jour des règlements intérieurs des salles associatives et des installations sportives portant sur ces articles. En parallèle de la Convention, bien sûr, les consignes de sécurité pour les agents d'exploitation des équipements sportifs seront transmises. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider ces 3 modifications des conventions de mise à disposition des locaux, équipements, ainsi que les règlements intérieurs des salles associatives et des installations sportives, d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Monsieur Colombin, on souhaitait savoir si ces modifications avaient été partagées avec les associations et si oui, quel est aujourd'hui leur avis? Alors, il y a eu, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu des rencontres associatives effectivement qui ont eu lieu récemment. Nous avons, et j'ai personnellement parlé de ces modifications à quelques associations, notamment les principales, je peux aussi citer, ça peut être le basket, le foot, etc. Et le retour est relativement positif. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va instaurer pour les associations qui vont utiliser assez tard le soir les services et les équipements sportifs, on demandera à ce qu'il y ait une personne qui sera formée pour les systèmes de sécurité, notamment de garantie sur les incendies, s'il y avait un système d'incendie, et également l'utilisation notamment des défibrillateurs s'il y avait un arrêt cardiaque d'un utilisateur. Et donc là, cette convention de formation, cette formation plutôt, sera faite à partir de septembre pour toutes les associations. Et donc moi, je prévois effectivement après de les inviter à suivre ce format. Ils devront nous donner un certain nombre de personnes qui sont, entre guillemets, habilitées effectivement pour les services sécurité et incendie. Et donc, on fera ça, je pense que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des associations, c'est-à-dire les 58 associations et les 33 sportives notamment, seront formées. Très bien, merci. Alors, on va passer au vote qui est pour. Attendez, Alain, je veux juste rappeler à ce titre qu'on a quand même de nombreux défibrillateurs qui sont utilisables pour les associations, mais pas que, aussi pour l'ensemble des trévérins, au nombre de 3 minimum, voire 4. Il faut juste savoir les utiliser, qu'on a beaucoup œuvré pour l'utilisation des défibrillateurs, parce que quand vous êtes devant un être qui est par terre, vous avez une machine, et pas savoir s'en servir, ça peut être paniquant. Donc, j'incite encore une fois au niveau des associations à faire comme on a toujours œuvré, à l'utilisation de ces défibrillateurs qui ne servent pas que aux associations, mais à tous les trévérins et tous les extérieurs. Voilà. C'est très bien de le rappeler, merci. Alors, on va passer au vote qui est pour. Qui s'abstient. Qui est contre. Qui est contre. Aussi, attention. Ok, donc j'en ai terminé avec. Si, il y a le tarif des exposants du marché de Noël. Je sais pas. Alors là, ça va aller un peu plus vite. La ville de Trélières organise bien sûr son prochain marché de Noël qui aura lieu pour information le samedi 10 décembre 2022. Donc une manifestation qui accueille environ une cinquantaine d'exposants, des animations, etc. Il est proposé de demander une participation financière d'un montant de 20 €, qui est identique à l'année dernière, donc il n'y a pas eu de changement, aux exposants non associatifs, commerçants, producteurs, artisans, particuliers, présents bien sûr lors de ce marché de Noël. Cette participation financière qui sera versée soit par chèque, soit en numéraire, sera encaissée par la régie municipale de la ville locale. Et cette somme sera ensuite reversée au profit du Téléthon. Les associations locales de Trélières à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général
sont bien sûr exonérés de cette participation. Et donc, conformément à ce que je viens de vous dire, il est demandé aux membres du conseil municipal de valider le montant de cette participation de 20 €, de son mode d'encaissement via la régie municipale et la ville locale, et son reversement au profit du Téléthon et l'exonération, bien sûr, pour les associations locales de Trélières à but non lucratif. Merci. Est-ce que vous avez des remarques sur ce point? Non. Ce vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 25 pour. Merci. Donc j'en ai terminé pour l'ordre du jour. Quelques notes, quelques dates à retenir, si vous voulez noter. Le 3 septembre, c'est ça réforme des assos, le matin. Le 3 septembre également, la fête de la rentrée. Le prochain conseil municipal, le 10 octobre à 19 h. Et le prochain conseil communautaire, le 28 septembre à 19 h. C'est ce sujet. Bon, voilà. Voilà un petit peu les dates à noter. Donc le 3 septembre, le forum, fête de la rentrée. Conseil municipal le 10 et conseil communautaire le 28 septembre. Tout ça à 19 h. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien, puis revenez en forme en septembre. Voilà. Alors, la séance du conseil est monsieur, oui. Je voudrais juste vous remettre une pétition de l'association des habitants de la Ménardais, d'environ 240 signatures qui s'opposent au projet de construction d'immeubles, principe que vous aviez acté avant le volte-face du mois de mars dernier. On est revenu sur le principe d'une construction d'immeubles. On ne sait plus quoi dire aux habitants et comme on vous l'avait déjà proposé, c'est de faire une réunion publique pour nous expliquer vos motivations et les raisons d'un tel choix, après avoir travaillé avec vous pendant plus de 3 ans et vous avoir apporté des projets qu'au départ vous pensez non viables, puis après que vous étiez d'accord pour coopter, et puis tout d'un coup, paf, tout nous pète à la figure, on revient sur des immeubles. Donc 240 signatures. Oui, alors, je voudrais vous répondre en 2 secondes. Premièrement, je m'étonne une pétition d'un problème municipal qui n'existe pas. On y travaille pour l'instant, il n'est toujours pas arrêté le projet. Il va être présenté sans doute fin septembre, début octobre, je regarde peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas le projet arrêté. Alors quand j'entends que la municipalité a un projet, que vous avez certainement plusieurs personnes de votre groupe démarcher des gens de la Ménardais en présentant un projet, alors qu'il n'y a pas de projet, je vous le rappelle, il n'y a pas de projet pour l'instant de la municipalité sur la Ménardais. Alors je suis un peu étonné de ces pétitions, enfin, moi j'en prends acte. Et puis je suis un petit peu fatigué d'entendre des projets d'immeubles. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'immeuble à la Ménardais, je confirme, mais entre un immeuble et un petit collectif, c'est pas la même chose. Un petit collectif, c'est la hauteur d'une grande maison. Alors il ne faut pas confondre immeuble et petit collectif. Et on a une obligation de faire un logement à la Ménardais. On verra, on vous présentera un projet. Au niveau des commerces, monsieur le maire, on est le plus gros village à la Ménardais, on est 3000 habitants. On n'a pas un commerce, on n'a pas une école. Il y a des maisons individuelles qui s'implantent et ça grossit. Et vous ne nous entendez pas depuis 3 ans. Mais attendez qu'on vous présente... le petit collectif, je regrette, on garde la définition, c'est bien un collectif sur un axe principal. On sera là au mois de septembre, on attend un rendez-vous public, on vous demande une réunion publique depuis 3 ans avec les habitants de la Ménardais. Nous ne sommes pas un petit collectif, on est une association. Je vous réponds tranquillement et sereinement. Le projet de la municipalité sera arrêté à fin septembre, vous sera présenté, forcément. Il y aura un débat, forcément il y aura une réunion publique, forcément. Mais pour l'instant, je vous le confirme, il n'y a toujours rien, le projet n'est pas arrêté. Alors quand on dit le maire veut faire ci, le maire veut ça, pour l'instant on n'a rien arrêté. Je ne dis pas, il y aura un projet qui vous sera présenté, et forcément il y a une réunion publique où on invitera tous les gens, y compris la Ménardais et tous les Tréliérains, à y assister pour en débattre ensemble. Voilà. Il y avait des projets de collectifs, de comités de pilotage pour décider de projets avec les habitants que les habitants souhaitent voir à la Ménardais. Ça, on nous en a parlé. Si Madame Béragne et vous étiez là, c'était au 2e étage de la mairie. On avait parlé de comité de pilotage auquel nous participerions à avis consultatif. Il n'y a jamais eu. Il y a 2 projets. Il y a le tiers-lieu et l'aménagement de la Ménardais. C'est 2 choses différentes. Madame Béragne s'occupe du tiers-lieu. Le tiers-lieu, on vous a reçu, vous l'avez écouté. On va vous présenter un projet aussi, pour le tiers-lieu, mais forcément vous serez associé. Vous êtes associé sur le tiers-lieu.
L'autre partie qui est la Ménardet, c'est un autre débat, c'est un autre projet. Et là, il y aura un projet qui sera présenté et on en discutera tous ensemble. Monsieur le maire, il ne faut pas que ce soit deux projets différents, justement. Ce que veulent les habitants de la Ménardet, c'est un cœur de village, quelque chose de pensé globalement. Si vous faites ça de manière séparée, comment voulez-vous que ce soit cohérent après pour les habitants? Faites-le de manière globale. Faites quelque chose, faites un cœur de village à la Ménardet, c'est ce qu'on vous demande. Faites pas un immeuble d'un côté, puis après des petites choses de l'autre côté. Vous jouez sur le mot, monsieur le maire. Non, on représente beaucoup plus qu'un petit collectif, monsieur le maire. On est une association. Pour les définitions, la définition d'un village. Je prends note de votre position, je vais regarder attentivement, mais il ne faut pas s'énerver. On vous présentera un projet fin septembre, début octobre. Mais ça fait 3 ans que vous nous dites ça, monsieur le maire. Ça fait 3 ans. On a eu des années difficiles, 2 années difficiles avec la Covid. Alors, on ne souhaite pas que vous nous annonciez un projet, on souhaite participer à un projet. Mais s'écouter aussi, s'écouter. Faut pas dicter votre On vous écoute depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on vient. On aimerait bien que vous nous écoutiez aussi. Faut s'écouter, On vous écoute, voilà. vous nous écoutez pas. Merci, bah écoutez, je prends note. On vous écoute depuis 3 ans. Actez des choses un peu plus. Je vous ai entendu. Merci. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, de bonnes vacances.